Propos. D'abord, je suis très sensible à la statistique que vous avez donnée, 37% des élèves sont transportés tous les jours. Comme je suis extrêmement sensible à l'attaque dont l'école rurale est victime, et pas simplement depuis quelques mois, mais depuis 30 ans. Depuis 30 ans, depuis le fameux rapport Ferrier, on prétend que l'école rurale, les classes uniques, ont de moins bons résultats et pénalisent les élèves. Or, toutes les recherches montrent le contraire. Ce n'est pas vrai, il faut le dire clairement. Les enfants qui ont suivi une scolarité dans les classes uniques sont des enfants qui n'ont pas de déficit scolaire particulier et qui sont en revanche beaucoup plus avancés en matière de socialisation et d'autonomie. Et là, nous sommes victimes d'une espèce d'illusion et d'une forme d'imposition de ce que nous autres universitaires appelons la forme scolaire. Au fond, il faudrait remonter, mais je n'ai pas le temps de le faire dans le détail, non pas à Jules Ferry, mais 30 ans avant, 1832, à François Guizot. Parce que l'école du XXIe siècle débutant, c'est pas l'école de Jules Ferry, c'est l'école de François Guizot. N'oublions pas que, d'abord, François Guizot n'a rien d'un républicain, encore moins d'un démocrate, il s'est battu toute sa vie contre la démocratie. François Guizot a hérité d'une situation, quand il est devenu ministre de l'Instruction publique, qui était une situation assez complexe. Il existait en France 3 types d'écoles. Il existait des écoles qui étaient encore un peu sur le modèle moyenâgeux, améliorées. C'était des écoles, le plus souvent des classes dans des granges, où le maître travaillait individuellement avec chaque élève en fonction de l'obole, de l'écolage, comme on disait, que donnait chaque famille. Si une famille donnait un écolage important, le maître faisait venir l'élève auprès de lui et puis lui apprenait les choses. Pendant ce temps-là, les autres élèves faisaient ce qu'ils voulaient. Dans ces classes, d'ailleurs, les élèves mangeaient, les parents rentraient, les gens venaient s'abriter en cas de pluie, enfin c'était quelque chose qui ressemblait à une grande pagaille, mais l'enseignement était individuel et en fonction de ce que donnaient les parents. Ça existe encore, ça concerne 20% des écoles en 1830. Il y a à peu près 40% des écoles qui sont des écoles construites sur le modèle de Jean-Baptiste de La Salle, qui est le modèle lassalien, qui sont construites sur l'idée de la classe homogène et de l'enseignement dit simultané. Jean-Baptiste de La Salle dit, pour que l'enseignement soit efficace, il faut que les élèves aient le même âge, le même niveau, et fassent la même chose en même temps sous le contrôle absolu du maître, qui doit tout voir, tout savoir et tout contrôler tout le temps. Chez Jean-Baptiste de La Salle, il y a même des phrases qui sont surprenantes, du type « quand 2 élèves discutent entre eux, c'est qu'ils complotent contre le maître ». Hein? Et donc, les élèves sont des individualités qui doivent être du même âge, du même niveau, faire la même chose en même temps, mais solidaires. C'est le 2e modèle. Il y a un 3e modèle qui fait lui aussi 40%, qui est un modèle que nous avons totalement oublié, qui est un modèle qui nous vient pour une part d'Angleterre avec Lancaster et Bell, et pour une part des petites écoles de Charles Démiac, qui sont une autre branche, je dirais aujourd'hui plus à gauche, plus socialisante, plus proche du protestantisme aussi. On pourrait discuter de tout ça, c'est trop compliqué. Les écoles mutuelles sont des écoles dans lesquelles on réunit dans la même classe des enfants globalement de 5 à 15 ans. Et elles sont organisées, elles sont plus nombreuses que les classes des écoles simultanées, les écoles de Jean-Baptiste de La Salle, et le maître travaille par l'intermédiaire des moniteurs, c'est-à-dire que les élèves les plus âgés sont pris à part pour qu'on leur explique ce qu'ils vont faire aux plus jeunes. Les élèves les plus avancés dans tel domaine sont pris à part pour qu'on leur explique ce qu'ils vont faire aux moins avancés, etc. Il y a des planches de dessin, il y a des systèmes d'ardoise, etc. Et le maître n'enseigne pas à des élèves qui ont le même âge, le même niveau, qui font la classe en même temps, mais à des élèves dont le principe éducatif est l'entraide. Et l'entraide entre personnes de niveaux différents. Il faut savoir que quand Guizot arrive en 1832, il va examiner, il laisse tomber l'école dite moyenâgeuse, et il assiste à un débat extrêmement violent entre les partisans du modèle simultané, soutenu par les conservateurs et les
l'Église catholique, et les partisans du modèle mutuel, soutenus par les anarcho-libertaires, par les protestants, et par quelques progressistes. Guizot hésite beaucoup parce que c'est un économiste. N'oubliez pas que c'est aussi l'auteur du fameux slogan « Enrichissez-vous ». Et il trouve que l'école simultanée, ça coûte très cher, parce que si on fait des classes d'élèves qui ont le même âge, le même niveau, on va être obligé, dit-il, de faire des classes de 30 élèves, peut-être même de moins, ce qui va coûter très cher à la nation. Et pourtant, il choisit le modèle simultané et il interdit le modèle mutuel. 1932, interdiction du modèle mutuel, à l'exception des écoles publiques, pour des raisons historiques qui seraient trop longues de rappeler ici. Ce qui veut dire que l'idée que pour qu'un enseignement soit efficace, il faut le faire dans des classes d'élèves du même âge, du même niveau, qui font la même chose en même temps, ça n'est pas une idée dictée par un dieu pédagogique et inscrite sur les tables de la loi sur un quelconque mont Sinaï de l'éducation, c'est une décision historique prise à un moment donné pour des raisons politiques de contrôle de la nation. N'oublions pas que c'est le même Guizot qui crée les inspecteurs, contrairement à ce que certains d'entre eux prétendent, les inspecteurs ne sont pas une création de la République, de la monarchie. N'oublions pas que c'est le même Guizot qui crée le bulletin officiel de l'éducation nationale, qui s'appelle alors le Moniteur, et qui impose des programmes, et pas seulement des programmes, mais aussi des méthodes, des petits livres, qui sont des petits livres, non pas orange ou ceci, cela, mais des petits livres qui sont censés dicter à chacun ce qu'il doit faire d'une manière homogène sur tout le territoire. C'est Guizot qui fait ça. Ça ne veut pas dire que Jules Ferry ne fait rien. Jules Ferry va faire quelque chose de fondamental, c'est qu'il va laïciser cette école. C'est-à-dire il va la dégager de l'emprise de l'Église et il va la rendre gratuite, qui est évidemment absolument fondamental. Mais Jules Ferry ne remet pas en question le modèle simultané de Guizot. Il ne remet pas en question le modèle de Saint-Jean-Baptiste de La Salle. Et il ne faut jamais oublier que l'école est structurée aujourd'hui selon un modèle qui est un modèle conçu et imposé par la frange la plus dure du christianisme, du catholicisme, parce que les protestants étaient contre, du catholicisme le plus dur, et qui voulait ce modèle parce qu'ils avaient une conception sacramentelle de l'enseignement. C'est-à-dire que le maître est une sorte de prêtre qui diffuse le savoir des individus, un peu comme on diffuse des sacrements dans les cérémonies religieuses. Ça nous marque tellement qu'aujourd'hui même, quand un ministre dit qu'il y a une rentrée réussie, ça veut dire qu'il y a des classes d'élèves du même âge, du même niveau, qui font la même chose en même temps, devant lesquelles il y a un professeur. C'est ça. Et personne aujourd'hui ne s'autorise, pour des raisons que je trouve extrêmement mystérieuses, à remettre en cause ce modèle, y compris à gauche d'ailleurs, qui est historiquement le modèle le plus à droite et le plus réactionnaire qu'on puisse imaginer. Puisque c'est un modèle individualiste, c'est un modèle d'égalitarisme de façade, c'est un modèle de compétition, c'est un modèle qui a toutes les caractéristiques de la droite. Et c'est un modèle en plus qui a été imposé pendant la monarchie juive. Mais on considère qu'au fond, c'est normal qu'on fasse des regroupements pédagogiques systématiques, parce que plus les élèves se ressemblent, plus ils apprennent mieux. C'est normal qu'on fasse des systèmes d'options, des classes de niveau, etc., parce que plus les élèves se ressemblent, plus ils apprennent mieux. Qu'on considère que c'est normal qu'on sépare systématiquement les élèves selon les niveaux, et que les promesses du type de celles que vous avez évoquées, c'est-à-dire qu'on demande à des élèves de 3e de tutorer des élèves de 5e ou à des élèves de CM2 de tutorer des CP, etc., que ces choses-là soient de temps en temps évoquées, mais toujours abandonnées et jamais réalisées. Alors là, je trouve qu'il y a un vrai problème pour l'école du XXIe siècle. Pour moi, je verrais d'abord l'école du XXIe siècle comme une école de l'entraide entre élèves. Et je pourrais l'expliquer si j'avais le temps, y compris pour des raisons psychologiques. Vous savez, on parle en psychologie de la socialisation primaire et de la socialisation secondaire. La socialisation primaire, c'est celle de la famille. La socialisation secondaire, c'est celle qui intervient avec les amis, etc. Or, on s'aperçoit
que l'école ne développe pas la socialisation sur les objets scolaires eux-mêmes et que les adolescents vont développer une socialisation exclusivement sur des objets extrascolaires. Parce que l'école est incapable d'inscrire la coopération dans son principe et l'entraide dans son fonctionnement. Alors là, le chercheur peut dire toutes les recherches montrent que l'entraide entre des élèves profite non seulement à ceux qui sont aidés, mais aussi énormément et peut-être plus encore à ceux qui aident. Toutes les recherches disent que l'hétérogénéité bien gérée est une richesse. Alors, bien gérée, ça veut dire avec des moyens, évidemment, y compris en termes locaux, en termes d'outils pédagogiques, en termes de manuels. Mais ce n'est pas un manuel qu'il faudrait dans une classe, c'est tous les manuels qu'on puisse consulter, regarder. Il faudrait que, je ne sais pas, moi je considère comme une absurdité, personnellement, que dans une classe de première, tous les élèves aient le même manuel d'histoire. Ça ressemble à quoi? Il y a 17 manuels sur le marché, il y a quand même 2 fois 17, tous les élèves vont consulter tous les manuels et les comparer entre eux. Ce serait quand même un peu mieux. Il faudrait se faire une idée en confrontant la manière dont les manuels présentent la même notion en histoire. J'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes quand je dis ça. Mais quand je dis ça devant des gens de l'éducation nationale, ils font des yeux comme ça. Parce que l'idée qu'on puisse faire ce que j'appelle des classes verticales ou des classes multiniveaux, l'idée qu'on puisse faire des classes où on a tous les manuels, on élève les mêmes manuels, c'est des choses qui... Et pourtant, si on repartait des finalités, on y arriverait à ces idées. Moi, les classes multiniveaux, je les ai expérimentées à titre personnel, parce que j'ai été sollicité par le gouvernement argentin après la chute des colonels, au moment où l'immense majorité du corps enseignant avait été assassinée par la dictature argentine, et où il fallait reconstruire l'école. Et on reconstruisait l'école avec essentiellement que les femmes, qui n'étaient pas nombreuses à l'époque à être enseignantes, et des volontaires, des chômeurs, des gens. Et on l'a reconstruite, cette école, sur la base des classes verticales. C'est-à-dire qu'au collège, une classe était une classe de 5 ans, un quart de 6e, un quart de 5e, un quart de 4e, un quart de 3e. Et les 2 tiers du temps, c'était de l'entraide entre élèves. Et les enseignants prenaient les élèves, ils prenaient un tiers du temps en groupe dit homogène. Mais on a été contraint de le faire parce qu'il se trouvait que les enseignants étaient assassinés et qu'il n'y en avait plus. Mais ça a très très bien marché. Ça continue d'ailleurs relativement bien à marcher. Sauf que le peuple argentin, voyant que nous autres, les grands pays développés, on campe sur le modèle de la classe homogène, ils ont tendance à se dire, puisque les pays riches, ils ont ce modèle-là, c'est que c'est le meilleur. Donc, moi j'insiste là-dessus sur le fait que nous sommes enfermés, un peu comme dans le chien andalou de Buñuel. Non, c'est pas dans le chien andalou, c'est dans un autre film, non m'échappe. Ces gens qui sont dans une pièce et qui sont terrorisés parce qu'ils ont complètement peur d'être enfermés et qui vont se manger, qu'il va y avoir du cannibalisme, etc. Jusqu'au moment où il y en a un qui va ouvrir la porte et qui découvre que la porte est ouverte, qu'ils ne sont pas enfermés du tout. C'est-à-dire, on se met nous-mêmes des espèces de censure parce que on vit avec des habitudes. Alors, aucun d'entre nous n'est assez vieux pour avoir vécu le modèle mutuel, aboli en 1832. Bon, même moi, je suis plus vieux dans la salle, mais on pourrait s'en souvenir, et on pourrait se souvenir que il y a eu d'autres modèles. Il y a d'ailleurs d'autres modèles dans d'autres pays. L'arbre à palabre africain, le vol des connaissances au Népal, etc., etc., pourrait multiplier les modèles différents de ce qu'on appelle notre forme scolaire. Donc, personnellement, je milite pour les classes multiniveaux, pour les classes rurales. Je milite très fortement pour qu'on donne à ces classes des moyens pour exister et pour que ce ne soit pas les enfants qui soient déplacés comme des objets, mais que ce soit un territoire qui soit mobilisé autour de son école pour la faire vivre. Et Dieu sait qu'il y aurait de quoi faire. Réfléchissons à une école qui pourrait devenir une vraie maison des savoirs, comme le disait Condorcet. Tout le monde se gargarise de Condorcet. Condorcet disait « Toutes les écoles, alors c'était à l'époque, doivent travailler lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi pour les enfants et organiser des cours tous les dimanches pour les adultes. » Alors aujourd'hui, ça ne fera pas de dimanche. Mais enfin, il disait ni le samedi.
évidemment, entre guillemets. Il disait, parce que les enseignants, les instituteurs, comme on les appelait à l'époque, ils deviennent fous à n'avoir que des gamins. Il faudrait que de temps en temps, ils aient enseigné des adultes, puis ils enseigneraient d'autant mieux les gamins. Ça leur aérerait l'esprit. Hein. Alors, tout le monde se gargarise de Condorcet, mais on en oublie ces enseignements. Bon, je vais très vite. Hein.